Bonjour Léonard et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Thomas, merci de m'inviter. Donc toi, tu as écrit un livre, je le montre ici, je sais pas, on va le voir, c'est L'éloge de la grève aux éditions du Seuil. Donc moi, ma première question, elle est directe. Est-ce qu'on peut en France, en 2020, parler de l'éloge de la grève? Ou est-ce que c'est pas tabou? Eh ben, c'est une très bonne question, figure-toi. Je me suis posé la question quand j'ai écrit le texte initial en 2018, et c'était une forme de provocation en fait. Et puis spontanément, comme n'importe quel imbécile, je me suis dit que c'était une provocation. Et puis après tout, je me suis dit, mais non, la grève est quelque chose qui a une dimension anthropologique. Je veux dire, c'est quelque chose que même en dehors des sociétés, il y a des gens qui ont dû dire non, je ne fais pas ça, je ne fais plus ce que tu me demandes de faire, parce que j'estime que l'ordre du monde tel que toi, celui qui me donne des ordres, euh, l'organise, est injuste. Et puis en réfléchissant, j'ai bien vu que à travers l'histoire, à travers la littérature, à travers ce que je savais de l'histoire du monde et de l'histoire de la marche de l'humanité, c'était une constante. Et que ça avait une signification, une dimension philosophique absolument géniale, en tout cas sur laquelle on devait porter nos regards, parce que c'est au-delà d'un acte administratif. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2020, quand tu le dis, il y a un côté un peu bureaucratique, un peu euh, on va dire, procédurier dans la grève. On a une vision de manifestants, de banderoles, de sandwich merguez et des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus profond. Et tous ceux qui participent aux manifestations et aux grèves le savent au fond. Et c'est ça que je voulais, c'est ça que j'avais envie d'enflammer, c'est ça que j'avais envie de ranimer, parce que la banalisation de la grève est quelque chose qui me paraît participer de cette espèce d'apathie aujourd'hui qui fait que les gens ne vont plus voter, que les grèves sont peu suivies parfois, souvent, hein, malgré l'enjeu important qu'elles représentent, quoi. Justement, il y a eu, aujourd'hui, on voit que c'est de plus en plus difficile de mobiliser, à part quelques secteurs clés. Et dans ton livre, moi, il y a une formule qui me marque. Tu dis que la grève, c'est encore une capsule de cyanure et que ça peut être le coup de maître de ces gens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut toujours être le cas, malgré les difficultés qu'on a à mobiliser? Ben, c'est-à-dire que la réponse est dans la question, quoi. C'est-à-dire que si, imagine que les, je ne sais pas combien de vingtaines, 25 millions de salariés décidaient un matin de ne plus se rendre à leur travail, de ne plus faire ce qu'on leur dit de faire, ce pourquoi ils sont payés ou ce pourquoi ils ont signé un contrat. Imagine l'espèce de silence qui s'imposerait, la puissance que ça aurait. Donc voilà, c'est difficile de mobiliser pour des raisons qui sont extérieures à l'idée de grève, en fait. C'est difficile de mobiliser parce que la police est d'une brutalité euh, ignoble, parce que les médias, pour la plupart, euh, sont hostiles à cette forme d'action, parce qu'il y a une lassitude, une exaspération, parce que voilà, c'est extrêmement difficile de faire bouger les choses. On a vu que les grèves, toutes puissantes qu'elles aient pu être ces dernières années, n'ont pas débouché sur grand-chose parce que le pouvoir est sourd. Mais il n'empêche que le nombre, la puissance du nombre reste la puissance du nombre et qu'il n'y a pas d'autre alternative que la mobilisation collective pour changer le destin collectif. Je veux dire, il y a pas d'autre formule magique, il y a pas de potion, il n'y a pas de baguette, il n'y a pas de formule qu'on peut trouver. Si on veut changer notre destin collectif, il faut qu'on devienne un collectif et qu'on se mobilise sur la même sur la même logique, sur la même dynamique. Dans ton livre, tu fais le parallèle avec plein d'épiphénomènes de l'histoire. Et par exemple, on voit qu'à une certaine époque, par exemple, quand il y avait des grèves aux États-Unis, les médias avaient tendance à ne pas en parler pour pas que ça s'étende notamment à la France. Est-ce que c'est vraiment une constante, ça, de la décrédibilisation de la grève, d'avoir une opacité médiatique là-dessus? Ben oui, parce que ceux qui tiennent la parole publique, qui sont en l'occurrence les médias, alors les grands journaux américains ou alors les télévisions en France aujourd'hui, par exemple, hein, mais on peut décliner ça dans tous les pays à toutes les époques, sont tenus par des gens, représentent la parole des honnêtes gens, comme on a dit au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les possédants, c'est-à-dire les dominants. Donc il est évident que
quand on est le détenteur de la parole publique, il faut absolument tout faire pour décrédibiliser ce qui peut déstabiliser ce qui justifie sa propre existence, quoi. C'est-à-dire que, euh, oui, je ne vois pas comment un média de masse bourgeois pourrait regarder avec bienveillance une mobilisation, une désobéissance collective qui serait une grande grève pour transformer le système dans lequel ces médias de masse s'insèrent comme étant un rouage essentiel, la deuxième peau du système, dit l'autre. Donc oui, ça me paraît tout ça assez logique, mais en même temps, parallèlement, on voit aussi que il y a certaines époques où les médias n'ont plus de prise sur la population. Et je crois qu'on est dans un moment comme ça. Alors, on n'a pas encore trouvé la bonne logique, on n'a pas encore trouvé comment ça va, par où sortir de là, mais il se trouve que les autorités constituées, police, justice, politique, médiatique, n'ont plus d'autorité, que les gens regardent la télévision et regardent les informations comme ils regardent la télé-réalité, c'est-à-dire pour se moquer des acteurs qu'ils voient à l'antenne, pour la plupart. Et donc, dans ce cadre-là, je pense qu'on est à un moment de bifurcation. On verra bien où ça va nous conduire. Ça peut nous conduire au pire, mais ça peut aussi bien conduire à une prise de conscience que cette grande comédie n'a pas beaucoup d'avenir, quoi. Et dans ton livre, à un moment, tu parles aussi, tu dis on a besoin d'autres armes pour rêver. J'ai retenu cette phrase. Et tu décris, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, la grève un peu comme un phénomène aujourd'hui aseptisé avec des revendications bien cadrées, un parcours délimité, des horaires déposés à la préfecture. C'est quoi avoir d'autres armes? Ça peut être quoi en fait? Ça peut se matérialiser comment? Eh ben alors, dans ce livre-là, l'idée, c'était de réarmer les esprits, pour utiliser un argument de l'adversaire. Et réarmer les esprits, ça veut dire introduire un peu de philosophie dans l'action politique et réintroduire non seulement de la philosophie, c'est-à-dire des idées, des systèmes, des mécanismes de pensée, mais aussi réintroduire de la poésie, de l'imaginaire, de la fiction, des choses qui sont très, très motrices pour l'action. Moi, ce qui me taraude depuis des années, c'est que on, on est au courant, on sait comment marche le capitalisme, hein, on comprend quels sont les ressorts, où sont les mensonges. On comprend très bien tout ça de manière assez rationnelle, mais en même temps, on est peu enclin à l'action parce que peut-être qu'on a un vide d'imaginaire et que il y a cette histoire que je répète tout le temps à tout le monde, c'est que le général de Gaulle, quand il a décidé de, de désobéir, de quitter la France, dont il était ministre, hein, enfin secrétaire d'État, euh, il avait en tête quelque chose qu'il écrit dans les premières pages des Mémoires de guerre, qui est une certaine idée de la France dont on rebat tout le temps les oreilles, mais il faut écouter et regarder ce que ça veut dire, cette idée de la France. C'est des choses qui sont très, très imaginaires, qui appartiennent presque au domaine de l'enfance. Il raconte, je ne sais plus où, que quand il avait 10 ans, son père, qui était prof d'histoire géo, l'avait emmené voir une pièce d'Edmond Rostand, L'Aiglon, et que c'était l'héroïsme de cette pièce d'Edmond Rostand qu'il avait en tête plus qu'autre chose, et que c'est ça qui vraiment pousse à l'action. C'est, comme le dit Régis Debray, la nostalgie est un coup de pied au cul, en fait. Les révolutionnaires de 93 voulaient refaire la République romaine, ceux de 1830 voulaient refaire 93, ceux de 1848 voulaient refaire 1830, et on peut continuer comme ça sur tous les mouvements sociaux qui sont en réalité, qui s'inspirent du passé. Donc je voulais repeupler un peu un domaine qui est négligé, qui est le domaine de l'imaginaire, qui est le domaine du rêve et de la, de ce feu intérieur qu'amène la poésie. Je ne sais pas si tu connais le grand poème de Pablo Neruda qui s'appelle Le Chant général, le Canto General, qui est un projet absolument fou, qui est de raconter l'histoire de l'Amérique latine en poésie. Et ce qu'il fait est absolument extraordinaire. Et c'est des poèmes que les clandestins chiliens transportaient avec eux malgré la dictature de Pinochet. Et c'était au-delà de la déconstruction, de la compréhension de la dictature ou du capitalisme, c'était aussi les poèmes de Neruda qui les animaient et qui leur donnaient du courage, quoi. J'ai beaucoup aimé parce que dans ce livre, tu parles aussi, tu l'as dit, beaucoup de philosophie, d'imaginaire, et tu dis il y a des gens qui n'ont pas encore ressenti le besoin de faire grève et les bienfaits qu'ils peuvent en retirer. S'il y a vraiment une émotion particulière quand on est dans cette quand on est gréviste, en fait.
Bah, il y a la solidarité, il y a ce qui a marqué sur le fronton de nos bâtiments publics. C'est le troisième mot qui est toujours oublié, c'est fraternité. La fraternité est l'élément mystère de la République française. La liberté, on voit à peu près de quoi il s'agit. L'égalité, ça me paraît très clair. Mais la fraternité, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ben, la fraternité, elle est difficile à expérimenter, sauf dans l'action collective. Et dans l'action collective au bénéfice du collectif, c'est-à-dire au bénéfice pas de soi-même. La fraternité, c'est ce moment où la politique prend tout son sens. Donc cette émotion particulière, en réalité, c'est un mot d'ordre politique aussi. Et je veux dire, si je suis républicain et fier d'être français, c'est parce que je n'oublie pas que le troisième mot de notre devise est fraternité. Tu finis ton livre avec une formule qui dit les désaccords avec nos chefs ne sont pas politiques, ils sont philosophiques. Et tu dis que la grève est un geste de haute civilisation. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est ce que je disais un peu au début, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui dépasse de très très loin, comment dire, la, la simple, le simple geste administratif, c'est-à-dire le simple moment de la circonstance dans une entreprise ou dans une corporation ou dans un métier. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la philosophie. C'est une arme pacifique, euh, intérieure, euh, animée par des idées et des rêves, et d'introduire cette grenade absolument géniale dans l'action politique, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, quoi. Et donc, geste de haute civilisation, ça veut dire que il faut le prendre au sérieux, il faut le prendre pour ce que c'est, et que effectivement, les désaccords avec nos adversaires sont politiques parce qu'on n'est pas d'accord avec la façon de gérer le budget de l'État, de concevoir les services publics, certes, mais ils sont philosophiques parce qu'en réalité, c'est la destination où ils veulent nous conduire avec laquelle on n'est pas d'accord. Et la destination où ils veulent nous conduire, c'est leur projet philosophique à eux. Et il est important de se ressaisir pour comprendre qu'ils pourront toujours nous demander des propositions, comme ils font tout le temps, à l'Assemblée nationale pour réformer ceci ou régler cela. Mais en réalité, nous ne sommes pas d'accord avec l'idée euh, enfin, ce projet qu'ils ont en tête, hein, les défenseurs du capitalisme, hein, pour le dire clairement. Nous voulons quelque chose qui soit différent, non pas simplement en termes structurels, mais vraiment en termes de conception générale de la vie. Je pense par exemple au rapport aux animaux. Tout le débat actuel, difficile, un peu lourdingue, qui se déroule autour du rapport de la société aux animaux, n'est pas un, un débat pragmatique pour savoir comment on va faire circonstanciellement ici, dans les abattoirs, pour fournir des protéines. C'est pas ça la question. La question, c'est comment est-ce qu'un collectif humain va considérer, quelle place il va donner à son rapport avec les animaux. Comment il va concevoir les animaux. Ça, ce sont des débats philosophiques. Et c'est quand les réponses sont apportées euh, avec la dimension humaniste et avec la dimension positive, une dimension de vision globale de la vie et de la société, alors on fait acte de civilisation. La civilisation, pour moi, c'est quand les hommes se sont mis à parler, et la haute civilisation, on va dire, c'est quand ils se sont mis à chanter. Merci pour cet entretien, merci pour ces belles paroles. Je crois que ce livre, il est vraiment à mettre entre toutes les mains pour comprendre que oui, la grève, c'est pas simplement cesser son travail, ça va bien au-delà et ça porte quelque part le changement radical d'un modèle de société. Oui, et puis que le passé et l'histoire de l'humanité nous poussent en avant, en fait. Merci beaucoup, Thomas. Avec plaisir.